Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau avec une vidéo qui part donc sur la suite du cours logistique d'achat et supply chain management, mais cette fois-ci avec les différentes étapes du processus d'achat. Donc avant de vous donner les étapes du processus d'achat, vous devez avoir visionné en entier donc le contenu des vidéos, des deux vidéos. Donc le premier part sur le cours donc achat donc supply chain management en deuxième partie, plus exactement sur les stratégies d'achat avec la matrice de Krajcik, et le deuxième porte sur donc là le processus achat et approvisionnement et donc quelle différence. Donc ce sont des vidéos que nous avons publiées sur la chaîne et que je vous mets le lien juste avant donc juste devant la description. Donc il faut absolument regarder avant d'aller plus loin pour bien saisir le contenu de cette vidéo. Donc si vous avez visionné bien sûr ces vidéos là, on est parti donc avec le contenu de ce cours. Alors pour commencer, d'abord c'est quoi un centre d'achat? Parce que dans un processus d'achat, il y a ce qu'on appelle le centre d'achat. Donc le centre d'achat, donc lors dans le processus d'achat industriel, celui-ci est soumis dans un fonctionnement à l'existence de ce qu'on appelle le centre d'achat et donc les interactions qui existent au sein de ce centre d'achat et ce qui dépend des situations d'achat. Que donc en fonction de la nature des produits, du degré de répétition de l'acte d'achat, etc. Et donc, le centre d'achat représente l'unité de prise de décision d'une entreprise qui regroupe donc l'ensemble des individus, des groupes qui interviennent dans le processus de prise de décision de l'achat et en partageant les objectifs ainsi que, bien sûr, les risques. Donc le centre d'achat, il regroupe tous ceux qui assument l'un des rôles clés d'un acte d'achat, qui sont donc l'initiateur, donc ce qui émet déjà la demande d'achat initiale, donc il s'agit souvent de l'utilisateur du produit. Puis il y a l'utilisateur qui est très souvent à la source de la détection des besoins, donc c'est celui qui utilise le produit ou le service. Et donc, c'est celui qui élabore le cahier de charge initial. Le prescripteur, donc toute personne qui exerce directement ou indirectement une influence sur la décision d'achat. Donc, il participe à l'élaboration du cahier de charge, la recherche des fournisseurs. Donc, il peut être soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit des bureaux d'études ou des cabinets, par exemple, d'ingénierie. Donc, il y a également ce qu'on appelle le décideur. C'est celui qui a le pouvoir de décision sur le choix des fournisseurs. Également l'approbateur. Donc, l'approbateur, c'est celui qui donne son accord sur une recommandation d'achat. Et le relais. Le relais, c'est toute personne qui contrôle la circulation de l'information dans l'entreprise. Donc, il peut agir, par exemple, d'un employé. Il peut s'agir d'un employé de service d'achat qui empêche, par exemple, le représentant d'un fournisseur d'entrer en contact avec l'utilisateur ou le décideur. Et donc, le processus d'achat. L'acte d'achat, c'est le résultat de plusieurs tâches opérationnelles qui sont exécutées de façon chronologique. Donc, il y a vraiment une logique et une chronologie, une succession de tâches dans ce processus. Et donc, ça commence par la définition du besoin, et puis la recherche des fournisseurs et le lancement d'appels d'offres, l'analyse des offres, bien sûr, des fournisseurs, la négociation avec ces fournisseurs et finalement la contractualisation. Donc il y a la définition du besoin, recherche des fournisseurs et lancement des appels d'offres, l'analyse de ces appels et la négociation donc avec les fournisseurs et puis la contractualisation. Donc c'est la dernière étape. Donc chaque phase doit être abordée avec rigueur et méthodologie tout au long de ce processus. Et donc l'acheteur se doit être à l'écoute de ses prescripteurs internes afin de cerner leurs besoins. Et donc l'acheteur doit également suivre et gérer de manière efficace les relations avec ses fournisseurs pour anticiper les éventuels risques. Donc on commence par la prise de conscience du besoin, c'est la première étape. Et puis la recherche d'informations en fonction de ce besoin et le choix des critères de sélection. Donc c'est en fonction de la prise de conscience du besoin, on va choisir les critères de sélection et la recherche d'informations. Et donc c'est ce qu'on appelle l'étape de spécification des besoins.
Puis il y a la deuxième étape, c'est l'évaluation des solutions, c'est-à-dire là la comparaison des fournisseurs en fonction des offres de ces fournisseurs-là. C'est ce qu'on appelle la découverte et l'évaluation. Donc on découvre le marché de fournisseurs, il y a plusieurs solutions, il faut comparer entre les fournisseurs pour choisir le ou les fournisseurs adéquats. Puis il y a le choix final d'un ou plusieurs fournisseurs, et donc soit un produit ou plusieurs produits, donc ce qu'on appelle l'étape du choix. Et la dernière étape, c'est l'évaluation des performances. Donc si c'est OK, donc si c'est donc on revient vers le choix final des fournisseurs. Si ce n'est pas OK, il faut donc boucler vers la première étape des spécifications des besoins et rechercher d'autres informations pour pouvoir choisir donc les fournisseurs ou le fournisseur adéquat. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'étape de suivi. Donc il y a l'évaluation des performances. Et donc deux domaines principaux. Donc il y a le domaine d'achat et le domaine de suivi de l'achat. Donc le domaine d'achat, il y a les appels d'offres, il y a la négociation, la sélection et le choix d'un ou des fournisseurs et le suivi de l'achat avec bien sûr les commandes, passation des commandes, puis le suivi des commandes et puis les factures, leur réglementation, etc. Et donc, commençons par la première étape, donc spécification des besoins, apparition, reconnaissance, identification d'un besoin. Donc il faut choisir, sélectionner les critères donc de sélection ou de spécification du besoin, puis la recherche d'informations. Et donc cette première étape revient à définir correctement le produit ou le service que l'on veut acheter en adéquation avec bien sûr les besoins de l'entreprise. Donc la rédaction d'un cahier de charges, elle permet de spécifier les attentes vis-à-vis de ce produit ou de ce service. Donc c'est vraiment donc, ce qui permet de traduire ce besoin-là, c'est le CCP, ce qu'on appelle le cahier de charges. Donc, le cahier de charges peut être rédigé soit donc de façon détaillée. Alors là, les fournisseurs se contentent d'y répondre pan par pan, soit de façon fonctionnelle. Et donc là, le demandeur fait appel à leur capacité à proposer, donc dans ce cas, des solutions. Donc, dans la mesure du possible, essayez de proposer un cahier de charge fonctionnel. Donc, là où il y a vraiment spécification des besoins, plutôt qu'un cahier de charge de spécification technique, là où on décrit une solution a priori. Donc là, il faut proposer un cahier de charge fonctionnel. Donc, toujours dans l'étape de spécification des besoins, donc pour identifier, on a dit le besoin, il faut rédiger un cahier de charge fonctionnel. Donc, cahier de charge représente un terme générique qui désigne un document et qui permet de rassembler les obligations et les éléments nécessaires pour définir un besoin. Donc, traitement d'informations, les méthodes, les outils de travail et bien sûr les principales contraintes à respecter pour satisfaire ce besoin. Et donc, il s'agit d'un document établi par le demandeur et qui va définir là les clauses techniques, les clauses de qualité, les clauses administratives applicables à la fourniture recherchée, aux produits recherchés ou aux services recherchés. Et donc, il sert de base à la proposition du fournisseur et il pourra faire l'objet d'un contrat, selon bien sûr la définition AFNER. Et donc le CDC ou le cahier de charge, il permet plus particulièrement de définir le problème, identifier le besoin, préciser les objectifs, établir les règles, les exigences, les contraintes, obliger le fournisseur à préciser ces services-là et présenter les éléments d'une entente, servir de document de référence parce que là, il peut faire l'objet même d'un contrat, définir les responsabilités et les rôles de chacun et puis déterminer les modalités de règlement en cas de litige. Donc ça permet vraiment de ce qu'on appelle de cadrer le processus de relation avec les fournisseurs. Donc, à cette étape-là du processus d'achat, deux hypothèses sont possibles. Donc, soit c'est les fournisseurs qui pouvant répondre aux besoins font déjà partie du panel de l'entreprise et dans ce cas, ils sont connus, évalués et donc les risques sont maîtrisés. Donc là, on connaît nos fournisseurs. Donc là, c'est vrai, ils sont évalués et donc là, on est dans la maîtrise des risques. Et le deuxième cas, c'est que le besoin a évolué et il faut rechercher de nouveaux fournisseurs. Et dans ce cas, on n'a pas vraiment donc, une maîtrise de risque. Dans ce cas, il faut employer des méthodes de sourcing des nouveaux fournisseurs. Alors voilà, c'est pour l'étape
Recherche fournisseur. Donc, il y a plusieurs techniques de recherche fournisseur. Donc, il y a premièrement ce qu'on appelle les appels d'offres, et ce qui est souvent utilisé. Donc, un appel d'offres, c'est une procédure par laquelle un acheteur demande à différents offreurs de faire une proposition commerciale. Et donc là, vous pouvez opter soit par email, ou encore le fax, soit le courrier postal, ce qui est de l'envoi de l'appel d'offres au fournisseur. Donc, il y a plusieurs documents qui constituent le dossier d'un appel d'offres. Il y a la lettre d'introduction qui présente donc là le contexte, la consultation des objectivités, l'accusé de réception, le guide de l'appel d'offres. Donc là où il y a les principes particuliers qui régissent son déroulement, le cahier de charges des produits et services et les termes et conditions de l'établissement d'une relation d'affaires et finalement un questionnaire qui permet de recueillir les informations générales sur le fournisseur. Donc là, voici le dossier d'un appel d'offres. Les documents qui constituent le dossier d'un appel d'offres. Donc généralement, il existe deux méthodes pour lancer un appel d'offres. Donc soit il y a les appels d'offres ouverts ou les appels d'offres sélectifs. Pour les appels d'offres ouverts, il s'agit de diffuser publiquement un avis de projet sur un marché. Donc, tout fournisseur peut présenter sa soumission, sa candidature. Et donc, l'appel d'offres sélectif, alors là, il faut adresser l'appel d'offres ou la demande de proposition directement aux entreprises qui sont inscrites dans votre liste de fournisseurs. Parce que là, chaque entreprise, il a vraiment une liste de fournisseurs qui sont compétents ou qui permet là de répondre, qui ont le potentiel de répondre à ses besoins. Et donc là, on s'adresse directement à ces fournisseurs. C'est pour cela qu'on les appelle les appels d'offres, donc des appels d'offres qui sont sélectifs. Alors voici un exemple d'un appel d'offres ou d'une lettre d'appel d'offres. Alors, il y a également donc, les appels d'offres et ce qu'on appelle les adjudications. Alors, il s'agit d'une méthode de mise en enchère, d'une mise en concurrence de fournisseurs sur la base d'un cahier de charge. Alors, il y a le cahier de charge et on va mettre en concurrence, en enchère, un ensemble de fournisseurs. Donc, la méthode consiste à réaliser le cahier de charge, réaliser les appels à soumission par affichage ou par publication d'un bulletin officiel. Les soumissions sont mises sous pli cacheté et puis adjuration accordée à l'adjudicataire sur la base du mieux disant, donc là à condition de ne pas bien sûr dépasser le budget qui est fixé par l'entreprise. On distingue deux types d'enchères. Alors là, il y a les enchères descendantes et les enchères inversées. Alors les enchères descendantes, c'est là où l'acheteur appelle les fournisseurs à côté d'un lot de produits. Donc il y a un lot de produits, on fait appeler les fournisseurs en fonction du cahier de charge et le fournisseur ajuste progressivement leur offre à la baisse. Pour les enchères inversées, c'est le contraire. Donc là, l'acheteur annonce le prix qu'il est prêt à payer pour le lot de produits choisi. Et donc là, les fournisseurs ajustent progressivement leur offre à la baisse pour toucher, donc, voire franchir le seuil du prix qui est fixé par l'acheteur. Donc là, c'est deux méthodes qui sont donc inversées. Il y a également la méthode gré à gré. Donc, il s'agit d'une négociation directe, sans procédure particulière, entre un acheteur et un vendeur. Donc là, c'est une négociation directe avec un fournisseur. Donc, c'est une procédure qui est réservée dans des situations qui sont particulières et là où l'achat de produits, il est courant. Donc, par exemple, si on veut des achats qui sont généraux, le cas des fournitures, par exemple. Alors, ce genre de transaction a augmenté de façon très très importante depuis les années 2000. Donc, ça représente 40% des actions qui ont été échangées, donc de gré à gré. Et donc, par exemple, le marché des devises, il est essentiellement un marché de gré à gré parce que là, une entreprise ou une banque, il désire effectuer une opération de change, va se mettre directement en relation avec une autre banque. Alors, il y a d'autres outils modernes qui permettent donc la recherche de fournisseurs. Il y a ce qu'on appelle le e-procurement ou le electronic procurement. Donc, ça désigne l'utilisation des nouvelles technologies Internet pour autoriser et optimiser la fonction d'achat de l'entreprise. Donc, il s'agit d'un échange B2B, une transaction entre deux entreprises et qui permettra à un acheteur de consulter donc le catalogue de produits d'un vendeur en ligne et de passer directement donc sa commande. Alors, il y a également donc le e-procurement, il permet vraiment
d'avoir donc de définir librement sur la base des services, donc les centres de coûts, des familles de produits. Donc là, c'est vraiment intégré, facilement intégré, donc plusieurs fournisseurs grâce à des catalogues multi-fournisseurs, parce que là, c'est des catalogues en ligne. Et la gestion des contrats, il y a moins de risques. Et l'autofacturation, parce que là, il y a l'émission de la facture par le client directement sur Internet. Alors, il y a ce qu'on appelle les marketplaces, ou en français les places de marché. Donc, ça représente un site portail exclusivement réservé au commerce interentreprises, donc B2B. Son objectif, c'est de faciliter la mise en relation entre un acheteur et un vendeur. Il y a également ce qu'on appelle le sourcing. Donc là, c'est une méthode très très reconnue et très utilisée par les entreprises. Donc c'est parmi les méthodes les plus utilisées. Le sourcing, c'est ce qu'on appelle l'art de trouver des fournisseurs. Parce que c'est vraiment un art. Alors c'est un processus de recherche de fournisseurs qui est pouvant le mieux répondre aux besoins de la société acheteuse en termes de coût, de délai, d'innovation et de qualité. Alors c'est une démarche qui donne le résultat qui est donc son résultat, c'est une consultation, puis un acte d'achat et qui commence par la recherche d'informations sur le marché du fournisseur, donc spécification des besoins, puis l'évaluation de leur capacité à répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise à court et à moyen terme. Donc, le but ou la finalité du sourcing, c'est de trouver un bon produit ou service, maîtriser la chaîne logistique approvisionnement et assurer un niveau de qualité. Donc, c'est vraiment un défi sur 3 volets. Et donc le sourcing se déroule généralement en 3 grandes étapes. Alors la première consiste à rechercher les données macroéconomiques, donc l'identification d'une zone géographique à exploiter, la qualité de service, tous ces aspects-là pour définir donc la macroéconomie. Donc tous ces aspects doivent être croisés et permettre l'identification des fournisseurs potentiels par pays. Donc cela permet donc d'identifier qui sont les fournisseurs potentiels. La deuxième étape, c'est la collecte d'informations. Donc, sur la base de ces fournisseurs potentiels, on va les contacter et qui sont ces fournisseurs qui vont répondre à nos besoins. Donc, si le sourcing il est international, donc là, les ambassades à l'étranger ainsi que les douanes peuvent apporter des informations sur les produits de ces fournisseurs. La troisième étape, donc une fois les fournisseurs sont ciblés, donc ils sont sélectionnés, il faut les homologuer avant de pouvoir les consulter. Donc l'homologation passe par des RCI complémentaires. Donc le but de cette homologation, c'est de minimiser donc les risques financiers, les risques de fiabilité technique ou les capacités logistiques de ces fournisseurs. C'est vraiment donc à partir d'un besoin. Donc, il faut définir une stratégie en fonction de votre qualité, prix et délai. La veille, la collecte d'informations, donc le rapport sur ces fournisseurs, puis la sélection des fournisseurs en fonction de ces informations, l'étude de la chaîne logistique, il faut anticiper les risques, calculer les coûts et puis choisir ou les fournisseurs qui répondent à nos besoins. Donc, le rôle de sourceur, c'est de piloter ces étapes. Alors, la troisième étape du processus d'achat. On a vu spécification du besoin, recherche fournisseur. Une fois on a donc collecté des informations sur le fournisseur, alors là on est dans l'analyse des offres et le choix d'un ou plusieurs fournisseurs. Donc la norme ISO 9001 définit le processus d'achat que l'organisme ou l'entreprise doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur attitude à fournir un produit qui est conforme aux exigences de l'organisme et donc les exigences du cahier de charge de l'entreprise. Ces critères de sélection, d'évaluation et de réévaluation doivent être établis. Et donc les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions nécessaires résultent de l'évaluation doivent être conservés. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un outil qui permet d'évaluer le fournisseur pour décider la sélection et puis soit la sélection, le maintien ou non d'une liste de fournisseurs pour l'entreprise. Donc là, toujours dans cette étape, donc pour choisir un fournisseur, l'entreprise cliente doit examiner différentes offres, mener le cas échéant des entreprises préliminaires,
avec les fournisseurs dont les propositions paraissent vraiment intéressantes dans un premier temps, puis analyser les offres. L'analyse de ces offres se déroule généralement en 2 temps. Alors, premièrement, il faut donc la présélection s'effectue sur la base des critères ayant vraiment un caractère éliminatoire. Donc, soit le maintien ou non. Donc, il peut s'agir d'une compétence technique particulière, des équipements industriels, des critères par exemple logistiques. Alors là, les fournisseurs ayant franchi cette première étape, alors ont proposé des solutions qui sont conformes au cahier de charge et donc vont passer à la deuxième étape de sélection. C'est l'étape donc là qui permet ou qui consiste à faire une analyse multicritère des offres donc restantes afin de faire un choix final. Donc cette analyse doit être formelle et explicite. Donc il permettra de communiquer sur le choix final non seulement en interne mais également vis-à-vis des fournisseurs non retenus pour qu'ils soient plus compétitifs à l'avenir. Donc voici les 2 étapes. Il faut déterminer donc des critères qui permettent d'effectuer une synthèse qui donne la performance globale d'un fournisseur. Il existe un grand nombre de critères. Donc soit des critères de qualité, soit des critères financiers, soit des critères de volume par exemple disponible, soit des critères de délai. Et donc des études empiriques et exploratoires ont montré que le choix des fournisseurs est une méthode, est une décision qui implique souvent la considération simultanée de plusieurs critères. Donc il faut vraiment faire une analyse multicritère et qu'il est extrêmement complexe de trouver un fournisseur qui excelle partout. Et donc, une classification pratique basée sur l'étude empirique réalisée par Dixon et Weber auprès des entreprises. Donc, le service achat va établir une grille de critères qui va prendre une note de 1 à 5 et qui permettra la sélection en ayant donné une pondération, bien sûr, selon l'importance accordée à chaque critère. Cette grille doit idéalement être établie en coordination avec le demandeur. Le but de cette analyse comparative multicritère, c'est de retenir les offres les plus intéressantes pour déterminer avec quel fournisseur on va entamer la négociation. Donc, il existe le cas, par exemple, voici un exemple. Donc, il y a plusieurs exigences techniques. On va accorder un coefficient à chaque exigence en fonction de son importance. Et donc là, il y a plusieurs offres et donc on va faire la comparaison entre ces offres en fonction de ces critères-là. La quatrième étape du processus d'achat, c'est la négociation. Alors, on a sélectionné, choisi l'un ou les fournisseurs. Donc, on est dans l'étape de négociation. La préparation de la négociation peut se dérouler en 3 phases. Recueillir les informations sur le fournisseur, préparer techniquement le dossier, élaborer la stratégie de négociation. Donc, concernant la négociation elle-même, l'acheteur doit mener des débats et doit intervenir en premier afin de prendre en main la conduite de l'entretien qui ne lui faudra pas lâcher. Alors, il existe différentes stratégies de négociation. Donc, il choisit, donc là, dans ce cas, l'acheteur, il choisit d'aborder la négociation package ou en bloc, c'est-à-dire en traitant toutes les clauses en même temps. Alors, il négocie de façon séquentielle les clauses à négocier. Cette dernière approche est plus facile à maîtriser car l'acheteur ne passe à la clause suivante qu'après donc terminer et atteindre l'objectif de la clause avant. Donc il est conseillé de commencer par les points les plus faciles et de finir bien sûr avec, donc pour ne pas engendrer des difficultés. La conclusion lui permet de récapituler les accords négociés afin d'obtenir un assentiment explicite du vendeur. Donc il procède enfin à la rédaction d'un compte rendu pour les 2 parties qui signent bien sûr le contrat. Donc c'est ce qu'on appelle la conclusion de la négociation. Et la dernière étape du processus d'achat, c'est la contractualisation. Donc on a négocié avec le fournisseur. Donc c'est une phase qui représente le résultat de négociation et qui intervient après le choix final du fournisseur. Donc c'est une étape relativement très simple si les autres phases se sont bien déroulées. Mais il faut rester vigilant afin d'éviter les surprises bien sûr après la signature du contrat.
Donc, la contractualisation consiste à établir un contrat d'achat entre l'entreprise et le fournisseur. C'est un lien juridique entre les deux parties. Donc, ce contrat reprend tous les termes des accords convenus lors de la négociation. Donc, les clauses avec lesquelles on s'est mis d'accord dans le processus de négociation. Alors, qui rédige le contrat? Si possible, c'est le service achat. Il faut éviter simple négociation correction du contrat fourni par le fournisseur. De quoi est généralement composé un contrat? Donc, il y a les conditions générales d'achat applicables à tout fournisseur, les conditions particulières d'achat qui sont spécifiques pour un fournisseur particulier, par exemple le cas, par exemple, plan de paiement, prix, terme, etc. Alors, tout contrat doit contenir un certain nombre d'informations indispensables. Les parties ou les contractants doivent être mentionnés au début du document. Nom de l'entreprise, l'objet du contrat, la qualité requise, le prix, la quantité, les dates de livraison, les pénalités en cas de retard, la garantie, tous ces éléments doivent être présents au niveau du contrat. Donc, il y a différents types de contrats. Il y a les bons de commande réguliers, le cas des négociations cas par cas. Il y a les contrats à long terme. Il y a ce qu'on appelle également des marchés d'approvisionnement, ce qu'on appelle les commandes ouvertes, blanket purchase order. Il y a également les contrats de partenariat. Donc là, c'est vraiment des contrats à très très long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas donc à commenter, liker et vous abonner à notre chaîne. Et à très bientôt. Ne ratez pas la vidéo qui porte sur la recherche choix de fournisseur avec un cas concret. Ça représente donc un exercice là où on va voir ces éléments qu'on a expliqués au niveau de cette vidéo. Merci pour votre attention.